Donc en termes de grands remplacements, moi je suis effectivement portée à croire qu'il a déjà eu lieu une première fois, puisqu'on a remplacé les catholiques par les athées. Et puis on arrive, je crois, dans un second grand remplacement, qui va être que nous allons remplacer les hommes par des femmes à barbe, et par des transsexuels, et par des êtres qui ne seront ni hommes ni femmes. La tendance profonde est celle-là. Que l'immigration pose un problème à la France, c'est évident. Mais il faut aussi dire en même temps que la présence des multinationales qui pillent les richesses des pays du tiers-monde pose un problème, par exemple, à l'Afrique. Et que tout est lié, qu'on ne peut pas traiter les choses hors du principe de l'équilibre. Ce qu'on veut enlever là, il faut aussi l'enlever là-bas, de façon à ce que sur les deux plans, les deux plateaux de la balance, on puisse effectivement arriver à l'équilibre qui s'appelle tout simplement la justice. Donc accabler des populations d'immigrés qui partent finalement de situations économiques ou politiques ou naturelles avec les tsunamis et autres qui les amènent ici, pour leur faire porter toute la responsabilité du mal français, est une injustice et une malhonnêteté intellectuelle et politique qui n'a pas de nom. Parler de la remigration suppose, et je le répéterai pendant toute cette émission, un débat de fond sérieux avec des interlocuteurs crédibles. On ne va pas l'avoir ici. Moi, j'appelle par exemple les gens de la remigration à bien vouloir organiser, pourquoi pas, une table ronde avec ses partenaires crédibles sur la question, et nous traiterons de ces questions de manière effectivement équilibrée, à savoir que nous ne soyons pas encore dans la situation où on exprime des accusations à l'égard d'un certain nombre de gens sans que ceux-ci soient présents pour en dire ce qu'ils en pensent. Voilà. Il y a aussi la question que je voulais traiter, qui me paraît extrêmement importante, puisque ces dernières semaines, nous avons vu arriver dans la presse mainstream un certain nombre de révélations qui concernent une présence manifeste de pédophiles à l'éducation nationale, et nous avons eu les informations qui montrent que c'est une réalité, et que c'est une réalité à l'école qui est même cachée, puisqu'on a pu parler d'omerta même sur BFM TV, et qu'on se pose maintenant la question en effet de savoir où, dans quel lieu amène-t-on nos enfants le matin? La JRE a posé très clairement le problème. La JRE a dit « l'école n'est plus une école ». Et tout le problème est là. Parce qu'on m'a accusé de vouloir casser l'école. Mais l'école a été cassée par d'autres que moi et par ceux qui, comme Payon, en ont fait autre chose qu'une école. Et j'en veux pour preuve, c'est que les fameux programmes scolaires qui avaient été abandonnés grâce à la convergence, et à la conférence de presse islamo-catholique à laquelle d'ailleurs s'était jointe Madame Judith Reisman par Skype interposée en février 2014, cette convergence-là, elle avait conduit à ce que la rédaction de ces nouveaux programmes soit reportée au calendre. Et l'affaire des chrétiens d'Orient a conduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce que la convergence finalement éclate sans débat, sans confrontation, sans prendre en compte l'intérêt des enfants. Eh bien, cette convergence ayant éclaté au profit du pouvoir, eh bien, les nouveaux programmes ont été rédigés et sont en train d'être mis en chantier définitivement pour qu'ils soient appliqués à la rentrée de septembre. Qu'est-ce que ça veut dire, les nouveaux programmes? En un mot, parce qu'on a parlé beaucoup, ça veut dire encore plus d'illettrisme, encore plus de lobotomisation, encore plus de conséquences délinquantes, délictueuses dans la société, et tout ça pour le plaisir de l'oligarchie. Parce qu'il s'agit de faire en sorte qu'une bonne fois pour toutes, on n'apprenne pas à lire et à écrire à 80% de la jeunesse française. Ça, c'est clair et net. Parce que moins on en saura, moins on sera développé intellectuellement, moins on sera intelligent, moins on sera à même de s'exprimer et de répondre, et plus il est intéressant pour cette oligarchie de faire que tout soit mis en place pour assurer sa domination définitive. Moi, je ne suis pas complètement désespéré, mais je peux dire que je ne suis pas non plus très optimiste. Parce que si je reprends la question justement de ces révélations concernant la présence de pédophiles découverts, hein, et on ne peut plus discuter désormais, il ne s'agit plus de diffamation. Vous pensez que ce sont des cas isolés ou... Par exemple, le cas du fameux instituteur, là, directeur d'école,
pensez qu'il il a pu faire ça au vu et au su de tous ses collègues, que personne n'était au courant? Moi, je pense que tout est possible dans ce genre de situation. Et là, je vais pas trop m'avancer parce que je vais encore risquer un procès en diffamation, puisque maintenant on ne débat pas, on vous traîne en justice, on n'attaque même pas parce que qui viennent m'attaquer là. Non, mais on Là, attaque en ouais, justice. on attaque en justice, voilà, tout ça. Tout ça, c'est cela. Eh bien, ce qui est important là de signaler, c'est que je ne sais pas s'il avait des complicités dans l'école, mais en tout cas, le silence des enseignants, de tous les enseignants de France, de tous les établissements maternels, primaires, secondaires, universitaires, tous les enseignants de France se sont tus. Après ces révélations, on n'a pas vu un enseignant, un syndicat enseignant proposer un arrêt de travail d'une journée, ne serait-ce que symboliquement, pour protester contre la présence de ces monstres à l'intérieur des écoles et de l'omerta qui a duré si longtemps. Donc aujourd'hui, moi, je me pose vraiment des questions sur mes collègues. Bon, vous me direz, je m'en pose depuis très longtemps, parce que sur la question de l'illettrisme aussi, ils n'ont jamais bougé, ils ne se sont jamais exprimés. Ils ont toujours fait semblant d'enseigner quand il n'était même pas possible d'enseigner en réalité. Puisque nous avons par exemple en seconde des élèves qui ne sont pas à même de pouvoir lire un texte, et comment dans ces conditions pensez-vous qu'on puisse faire un cours d'histoire ou de mathématiques ou d'anglais? Les enseignants aujourd'hui, chers collègues, si quelques-uns d'entre vous m'écoutez ce soir, j'ai quand même un message absolument pathétique à vous transmettre, c'est que faites-vous, où êtes-vous en tant qu'enseignant d'une part, mais aussi en tant que parent d'élèves, car vous êtes aussi des parents d'élèves. Et je ne peux que déplorer, du plus profond de mon cœur, cette complicité de fait, éventuellement après coup, justement après la révélation de ces présences pédophiles qui ont été signalées par la presse des mainstreams, et même lorsque ce sont les mainstreams qui le disent, eh bien il n'y a pas de réaction du corps enseignant. Et je déplorerai en même temps les parents qui ont trouvé finalement qu'il était encore possible, après toutes ces révélations, de conduire le lendemain leurs propres enfants à l'école. Alors il m'est arrivé de dire parfois dans des conférences l'année dernière dans le cadre des JRE, j'en ai pas fait cette année, parce que les conférences me gonflent aujourd'hui. S'il s'agit de se rassembler, voilà un point aussi que je voulais aborder. S'il s'agit de se rassembler pour blablater pendant 3-4 heures en conférence, entre gens convaincus déjà de pas mal de choses, et puis que finalement ensuite ça ne débouche que sur une séance de dédicace de bouquins, franchement très peu pour moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je n'ai pas fait de conférence cette année, je n'ai pas fait non plus de séance de dédicace, de toute façon je n'ai pas de livre à vendre dans l'immédiat, je suis beaucoup plus préoccupée par le mode d'action qu'il aurait fallu cette année encore mettre en œuvre, notamment la JRE, mais pas seulement. Nous avons voulu, par exemple, mettre en place l'opération compte traditionnel, elle n'a pas été suivie, alors qu'elle est nécessaire, essentiellement de surcroît. Nécessaire. Et facile. C'est-à-dire que quiconque aujourd'hui, chez lui ou dans son quartier, peut donner aux enfants cette nourriture des comptes traditionnels qui lui permettra de se défendre face à l'idéologie du gender qu'on lui inculquera à l'école. Eh bien, même cela n'a pas été relayé par quiconque, ni les imams musulmans, ni les leaders catholiques, ça n'a pas été relayé par les enseignants, et les parents ne l'ont pas mis en œuvre. De toute façon, actuellement, le site JRE, parce qu'il faut le dire tout de même, est boycotté par tout le monde. Vous vous rendez compte que la Fédération autonome des parents engagés et courageux, qui est issue du mouvement qui a gagné une bataille extraordinaire de janvier à juin 2014, aujourd'hui est boycottée par tout le monde parce que sa présidente n'a pas voulu se soumettre à ce que le père Horowitz tout à l'heure a appelé les parrains. Je ne peux pas aujourd'hui considérer les choses autrement que de la façon suivante. J'ai vécu les années 80 comme un des leaders du mouvement Beurre de l'époque. Et à l'époque, nous avons connu une opération sur laquelle j'ai beaucoup parlé qui s'appelait SOS Racisme. À la tête de ce mouvement se trouvait Julien Drey, et derrière tout cela, c'est le Parti socialiste qui finançait et qui apportait, je dirais, sa nourriture idéologique à ce mouvement prétendu de jeunes qui n'était pas évidemment indépendant. Aujourd'hui, je vais vous faire une déclaration et j'écrirai là-dessus prochainement. C'est que SOS Racisme aujourd'hui, c'est égalité et réconciliation.
Julien Drey, c'est Alain Soral, et le Parti Socialiste, c'est le Front National. C'est-à-dire que 30 ans après, je me retrouve exactement dans le même traquenard que j'ai vécu lorsque j'avais 25 ans. Et lorsque j'ai eu 25 ans, on m'a demandé de me soumettre à SOS Racisme, à Julien Drey et au Parti Socialiste. À 25 ans, je l'ai refusé. 30 ans plus tard, je l'ai refusé de la même façon. Je ne me soumettrai pas à ceux qui se servent des quartiers populaires, de la jeunesse immigrée, des musulmans pour leur profit électoral personnel, en se prétendant par ailleurs autonomes, tant sur le plan financier que politique. Nous savons aujourd'hui parfaitement que, j'allais dire SOS Racisme, non, Égalité et Réconciliation n'a jamais été une organisation autonome, ni sur le plan financier, ni sur le plan politique. Alors, on peut dire que j'ai un certain privilège, c'est-à-dire que j'ai été le témoin de cette OPA dans les années 80, qui a été fomentée, voulue par le Parti Socialiste et l'Élysée. J'ai été au cœur de cette histoire de dépossession, de récupération, de manipulation de foule. Eh bien, je me retrouve, quel destin, mon père, 30 ans plus tard, au cœur d'une histoire absolument analogue, mais cette fois-ci avec nos amis de droite et d'extrême droite, si on peut les appeler comme cela, parce que moi l'extrême droite je n'y crois pas, mais en tout cas avec le Front National et puis ceux qui sont avec eux, et je découvre, après avoir connu les cathos de gauche qui avaient abandonné Dieu, parce que nous l'avons vérifié pendant les années 80, que les cathos de gauche, eux aussi, sont une petite mafia et que leur objectif, finalement, ne concerne absolument pas les principes révélés, eh bien, je me retrouve aujourd'hui, 30 ans plus tard, avec des catholiques de droite qui ne valent pas mieux, sur le plan politique et social en tout cas, que les cathos de gauche. Et nous trouverons chez les cathos de gauche, comme chez les cathos de droite, à la base, des hommes et des femmes de qualité. Parce que ça, on ne peut pas enlever à toute communauté ou à tout groupe social ou religieux ces hommes et ces femmes d'exception, mais qui n'ont pas le pouvoir, auquel on ne donnera jamais la possibilité de définir une ligne de convergence pour que justement la victoire du peuple, des peuples, soit effective. Donc, SOS Racisme, Égalité et Réconciliation, le scénario auquel j'ai eu affaire est exactement le même. 30 ans séparent et je suis passé d'un pôle à l'autre pour vivre exactement la même chose, pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire l'instrumentalisation des quartiers populaires, en particulier des jeunes immigrés et en particulier des jeunes musulmans. Et je dis aux musulmans et aux jeunes en particulier, qui ont été, je dirais presque depuis leur naissance, en permanence dans cette situation d'être pris en étau par tous les prédateurs politiques qui existent en France, qu'il me paraît important qu'ils s'instruisent, d'une part sur tout ce qui concerne la culture française, mais qu'ils connaissent aussi, comme je l'avais proposé dans les années 80, il me semble que je l'ai dit une fois sur Meta TV, qu'ils connaissent aussi leur religion, parce que je ne crois pas qu'on puisse être intégrable lorsqu'on est désintégré. Et je crois que parmi eux, il y en a certains auxquels je propose de partir, de quitter la France et d'investir notamment en Algérie pour les franco-algériens, parce qu'aujourd'hui il y a des opportunités économiques que ces jeunes doivent absolument saisir, dans la mesure où ici ils ne trouveront aucune espèce de débouché ni aucun respect qui leur permettra de se construire en hommes et en femmes de qualité. Donc, c'est pas un constat un peu alarmiste non, mais la drogue, où en sommes-nous? Enfin, les mômes aujourd'hui, on le sait, mon père, se prostituent dans les collèges et les lycées. Alors, ils ne sont pas que musulmans, ceux qui le font. Mais comment moi, mère de famille, je dirais, normale, peut envisager d'envoyer mes enfants dans des établissements scolaires aujourd'hui où il est possible de se prostituer? Sans que pour autant, encore une fois, ni les enseignants, ni les fédérations de parents d'élèves, ni les syndicats de toutes sortes prennent la parole sur ces questions-là. La dissidence, pour en parler, elle est toujours à la traîne des réalités du terrain. Elle ignore complètement le terrain. Elle ne sait pas ce que vit le peuple en France.
Elle ne connaît pas le désespoir quotidien, la difficulté quotidienne de vivre. Et elle lui propose un spectacle de la dissidence pour les entraîner sur les défauts que l'oligarchie leur a déjà insufflés, à savoir la consommation. Aujourd'hui, la dissidence, qu'est-ce que c'est? C'est un espace à partir duquel on consomme, on rigole et on oublie le réel. Et les cours d'histoire, justement, du MIP, qui seront pris en charge par le père Horowitz, comme il vous l'a dit au début de notre entrevue, il a dit « Je voudrais conduire, justement, les enfants à appréhender la réalité et le réel. » Eh bien, c'est ce que, par exemple, la dissidence ne fait pas. Alors, on est là, certainement, à tenir un certain nombre de propos qui sont parfois intéressants, souvent contradictoires quand on le regarde sur une longue période, hein, et jamais il n'est question d'agir. Jamais il n'est question de mettre nous-mêmes des écoles hors contrat en place avec les moyens justement que la dissidence peut faire apparaître en termes financiers. Jamais il n'est question de centres de formation pour apprendre des métiers à ceux qui aujourd'hui dans les banlieues n'ont pas de perspective autre que le pôle emploi qui se fout de leur gueule. Parce que tout ce qui est mis en place comme politique d'assistanat et dans laquelle la jeunesse entière est en train de plonger n'est pas compensé par la dissidence. Alors on va me dire, comme m'avait dit un jour je ne sais quel leader de l'immigration, il dit on va quand même pas leur apprendre à lire et à écrire. Eh bien si. Si nous voulons réellement faire le travail, si nous sommes sincères, nous devons sacrifier un mode de vie luxueux quand il est possible de l'obtenir par justement ces appels à dons, et tous ces dons doivent être redistribués. Un dissident, c'est quelqu'un qui va forcément redistribuer l'argent qu'il est capable de capter vers des projets sociaux, vers des projets culturels. Ne serait-il pas intéressant, lorsque le cinéma français aujourd'hui produit pléthore de films transsexuels, bisexuels, homosexuels, remettant en cause complètement les identités, je dirais, innées que la création a mis en place avant même notre naissance et ô combien avant, eh bien, on ne trouve pas aujourd'hui un budget pour faire un film français qui puisse justement montrer la réalité de la beauté de la loi naturelle. C'est impossible parce que ça bouffe le fric tout seul en secrète, comme disent les jeunes. On se prend le pognon et on se le mange. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on grossit. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des parrains qui prennent du poids. Hein? Eh bien oui, ils prennent du poids parce qu'ils se mangent en secrète. Mais il faut savoir une chose, c'est que la seule chose à laquelle ils vont arriver, c'est que le jour où il faudra soulever leur cercueil, on les maudira parce qu'ils pèseront trop lourd. Père Horowitz, un commentaire? Qu'est-ce que vous pensez de l'invitation de Farida aux franco-algériens? Bon, j'imagine que c'est franco-maghrébin, franco-subsaharien et compagnie. Je peux me permettre, excusez-moi mon père, ce que je veux dire, c'est que moi je ne peux pas continuer à me battre seul avec le père Horowitz et puis Roman Rodriguez et Merlin Artosian. Nous sommes dans une situation qui est bloquée actuellement. Dans le cadre de ce blocage, il faut que nous ayons l'humilité de reconnaître que nous ne pouvons pas plus dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire que sur un terme plus long, des choses ne seraient pas envisageables, mais dans l'immédiat, moi je suis dans une situation où je ne me sens plus en sécurité en France. Il faut que je rappelle, ce qui est important, c'est que j'avais quitté la France quand j'avais 52 ans. Je suis revenu 3 ans plus tard, j'ai quitté l'Égypte parce que j'ai pensé qu'un nouvel élan, à la fois populaire et spirituel, allait nous porter vers des solutions. Parce que quand j'ai quitté la France à 52 ans, moi je suis partie parce que j'étais dégoûtée de ce qui s'y passait et je ne voyais absolument aucune perspective. Je suis revenue, ça fait bientôt 2 ans. Il y a eu l'expérience de la JRE qui a été magnifique, qui a fait ce qui devait être fait. On ne peut pas regretter ce moment-là parce qu'il a permis quand même d'éveiller un certain nombre de familles qui, même si elles se sont couchées après, savent. C'est-à-dire que même si elles se sont ensuite soumises à la maîtresse, ou même si elles se sont ensuite vautrées devant l'inspecteur d'académie qui les accablait, là ça sait. Là ça sait. Donc tous ceux qui auront le courage d'œuvrer en secret, la plupart du temps, pour sauver leurs gosses, c'est grâce à la JRE dans les quartiers populaires,
que la chose est rendue possible aujourd'hui. La protection de la JRE a fonctionné. Donc on ne peut pas remettre ça en cause. Mais maintenant, il est plus possible de continuer la JRE parce qu'il y a eu, de la part des élites catholiques et de la part des élites musulmanes, un renoncement, des trahisons et un refus de se battre, qui est évident. Donc, vais-je continuer à me battre seul avec le père Horowitz? Allons-nous devenir des Don Quichotte dont on finira par rire? Ou bien faut-il envisager effectivement un repli pour des raisons de sécurité personnelle, mais aussi pour des raisons de sécurité matérielle? Je n'ai plus de quoi vivre en France. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il me paraît plus important de considérer que, par exemple, en tant que franco-algérienne, eh bien, j'ai la possibilité effectivement de créer une entreprise en Algérie qui viendrait en aide à tous ceux qui auraient les moyens, dans la jeunesse franco-algérienne, de faire des investissements, de créer de l'emploi, d'être des chefs d'entreprise et d'être, pourquoi pas, un pont économique entre la France et l'Algérie, ou même de trouver des débouchés pour soi-même en Algérie, alors qu'ici, il n'y en a plus. Les perspectives, elles sont absolument mortifères en France. Non seulement on s'est tapé la drogue, on s'est tapé la délinquance, on s'est tapé la prison, maintenant on va se taper la transsexualité. Je veux dire qu'il y a quand même la pédophilie officielle. La pédophilie va devenir légale. L'inceste va devenir légal. Tarek Ramadan avait dit à propos de la JRE qu'il ne soutenait pas cette action, parce que même si le mariage gay heurtait ses convictions, il fallait respecter la loi. Je lui pose la question, allez-vous, Tarek Ramadan, respecter la loi quand il sera question de marier la fille avec son père? Allez-vous respecter la loi lorsqu'il sera question d'amener des enfants dans des écoles maternelles où on construit de plus en plus des établissements avec des vitres fumées pour qu'on ne sache pas ce qui se passe exactement à l'intérieur? Est-ce que nous allons respecter la loi? Si les Français, si les propriétaires historiques de ce pays, les catholiques, me disent oui, nous allons accepter la loi, eh bien moi je dis je n'ai plus rien à faire ici, parce que moi je ne l'accepterai pas. La loi des pédophiles, la loi des transsexuels, la loi du baby business, je dis qu'il ne faut pas lui obéir. À partir de quoi je vais être absolument conséquente. C'est-à-dire que réduite à l'isolement le plus grand, boycotté, comme nous le sommes aujourd'hui, par tous ceux qui devraient normalement partager notre travail et le développer eux-mêmes mettre en place les actions qui devraient nous empêcher d'aller vers le fond de l'abîme, dès lors, je dis, et je peux expliquer aussi aux jeunes franco-algériens, parce que je ne peux pas m'occuper de tous les pays d'origine qui sont représentés par des populations immigrées ici, je dis en tant que franco-algérienne, puisque maintenant je suis obligée de me définir comme franco-algérienne, vous rendez-vous compte de ce recul ou de cette avancée? D'ailleurs, ça dépend comment on prend les choses. Du point de vue algérien, c'est peut-être une avancée, du point de vue français, c'est peut-être un recul. Mais lorsque je disais que j'appelais la France chrétienne à se lever, les catholiques m'ont suspecté d'avoir des arrière-pensées. Pas tous, parce que beaucoup de catholiques à la base ont beaucoup apprécié ce discours que je tenais. Mais je parle toujours des élites, je veux que de ce point de vue, ce soit bien clair. Donc, on n'est jamais, lorsqu'on est franco-algérien, musulman, considéré comme des êtres sans arrière-pensée. C'est insoutenable, c'est insupportable. Vous dites que vous êtes française, on vous fait sentir que vous n'avez rien à faire dans ce pays et que vous n'êtes pas crédible en tant que française. Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas dans le cadre. Non mais laissez-moi finir. Ouais. Et lorsque vous dites finalement je vais envisager un retour vers le pays des ancêtres, on va dire la preuve qu'elle n'était pas patriote. Voilà. Donc dans tous les cas c'est perdant-perdant. Moi je ne vais pas me définir par rapport à un interlocuteur de mauvaise foi. Moi je dis je suis française, je suis en France, je suis née en France, j'ai toute ma culture qui est française et je suis musulmane pour des raisons historiques sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir et aussi pour des choix spirituels que j'ai fait librement dans ce pays, justement.
Parce qu'on nous dit qu'on est musulman sous la contrainte, bah figurez-vous que moi, dans le pays de la liberté qu'est la France, eh bien je suis librement musulmane et je sais pourquoi je le suis. Et je ne vais pas faire partie de ceux qui se prétendent catholiques ou qui se seraient convertis alors qu'en vérité ils ne sont rien, mais qui sont en train de marchander et de monnayer une intégration basée sur le reniement. Moi, je ne me renierai pas. Je ne me renierai pas. Il me paraît maintenant important de dire aux jeunes franco-algériens, vous avez la possibilité en Algérie d'investir, de créer des entreprises, d'ouvrir des marchés et aussi de créer des ponts entre la France et l'Algérie. Donc, il y a une initiative que je vais prendre et sur laquelle je m'exprimerai ultérieurement, c'est que je vais partir en Algérie parce que je n'ai plus envie de rester en France. Non pas parce que je n'aime pas la France, mais parce qu'il me paraît important aujourd'hui de dire à mes enfants qu'il ne faut pas respecter ces lois-là. Je ne respecterai pas la légalisation de la pédophilie, je le répète. Je ne respecterai pas le mariage incestueux. Et je ne veux d'ailleurs même pas respecter un certain nombre de lois que je ne citerai pas pour ne pas avoir d'ennui, parce que figurez-vous qu'on ne peut même pas en parler, qui sont actuellement, comment dirais-je, établies, hein, appliquées, et avec lesquelles moi je ne peux pas reconnaître la dignité de l'être humain là-dedans. Je ne pourrais pas non plus accepter qu'il devienne légal qu'on achète des enfants. Donc pour moi, ce n'est pas possible. Donc je vais me replier sur des territoires où ça reste encore impensable, même si effectivement la tendance est mondiale, mais je vais gagner quelques années en me repliant. Je n'appelle pas tout le monde à en faire autant. Je dis que ma situation particulière de leader de surcroît de la JRE et de la FAPEC fait que je suis en danger en France. Hein, que je ne me sens pas en tout cas en sécurité, et qu'il me faut envisager, pour mes enfants, pour moi-même, pour certains membres de mon équipe également, un repli vers des terres où nous ne serons pas obligés de respecter ces lois-là. Et je peux dire à certains jeunes franco-algériens, il y a des perspectives économiques en Algérie que vous ne trouverez pas en France. Donc, à cet égard, je vais créer une entreprise en Algérie qui va aider tous les jeunes franco-algériens de 30 ans, de 20 ans, de 40 ans qui ont un projet pour qu'ils puissent effectivement monter en Algérie l'entreprise qui leur permettra eh bien, de se constituer en homme ou en femme digne et éventuellement aussi de créer des ponts toujours avec la France parce que le lien avec la France, il va demeurer bien évidemment. Hein. Donc je ne m'inscris absolument pas dans la politique de la remigration. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement... ça y ressemble un petit peu quand même. Non, parce que il ne s'agit pas pour moi de considérer qu'il faille, avec rien dans les mains, retourner dans le pays des ancêtres. Ça, c'est n'importe quoi. Surtout que le pays des ancêtres continue d'être pillé par les multinationales occidentales. Donc, ce n'est pas de cela dont je parle. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je dis, c'est que lorsque vous ne pouvez plus rien faire quelque part, et c'est le cas aujourd'hui de la jeunesse immigrée, si on l'appelle comme cela, qui est en fait française. Bah oui. Oui, mais il faut tenir compte des rapports de force dans lesquels ces jeunes se trouvent. Ne vaut-il pas mieux être un chef d'entreprise dans le pays des ancêtres plutôt qu'un jeune délinquant drogué, rappeur ici, par exemple? Or, aujourd'hui, les jeunes de nos banlieues n'ont pas de perspective, ni à l'école, qui n'est plus une école, on ne va pas revenir là-dessus, ni dans le quartier, ni au niveau de la simple intégrité de leur identité sexuelle. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de jeunes qui ressemblent de plus en plus à des jeunes filles. C'est-à-dire que la mode, non mais c'est très important, les métrosexuels, est-ce que vous pensez que issus de familles de paysans, de l'autre bout du monde, de l'Afrique ou de l'Asie, ce soit une bonne chose de rester sur une terre aujourd'hui qui fait de vous un métrosexuel? Moi, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai sauvé mes enfants quand je les ai envoyés en Égypte avec moi pendant 3 ans. Parce qu'ils ont pu rencontrer, hein, vous allez rire, mais ce que j'appelle de vrais hommes et de vraies femmes. Parce qu'il en reste de par le monde. Et si on ne fait pas voyager cette jeunesse, puisque les voyages forment la jeunesse, eh bien, nos enfants ici enfermés dans cet hexagone où
le grand remplacement des athées par les métrosexuels est en cours, eh bien nos enfants deviendront aussi ce type de profil qu'on peut appeler dégénéré. Donc il est important de faire voyager les jeunes, il est important de proposer aux jeunes de prendre des initiatives. Vous savez que, tout le monde le sait, l'assistanat a totalement abattu les quartiers populaires. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais bon, comment voulez-vous qu'ils en sortent ici? Est-ce que vous trouvez pas que vous noircissez trop le tableau, par exemple? Là, ok, d'accord, c'est vrai, il y a des drogués, il y a des toxicomanes, etc. Mais malheureusement, dans beaucoup de sociétés, même en Algérie, hein, il y a aussi les drogués, etc. L'alcoolisme, ça commence à ronger aussi. Bon, moins qu'ici, mais il y a quand même des réussites de fils d'émigrés. Je veux dire, vous en êtes une réussite. Moi, c'est pour ça que je comprends pas le propos qui tend à créer son identité en fonction du regard de l'autre. Je veux dire, moi, il y a 100 personnes qui vont me dire, t'es pas un Français. À ces 100 personnes, je leur disais, je t'emmerde, je suis Français. Là, c'est pas là, j'ai l'impression que vous vous projetez en fonction du regard de l'autre. C'est ce que je comprends pas. Il y a le regard de l'autre qui pèse son poids comptant et qui est extrêmement important parce que l'homme se définit dans le contact avec autrui aussi. Je ne parle pas seulement entre communautés différentes, je parle à l'intérieur même d'une communauté. Tout individu se définit et se forme dans le contact avec autrui. Lorsqu'on a fait des esclaves, écoutez-moi, lorsqu'on a fait des esclaves, on a fait des âmes esclaves. Comprenez ? C'est-à-dire que nous avons fait forcément décoloniser des esclaves qui ne peuvent pas s'en remettre de sitôt. Lorsque vous faites des drogués, il est difficile d'en sortir. Lorsque vous les mettez dans une addiction, quel qu'il soit, il est extrêmement difficile d'en sortir. Le problème que je vois actuellement, c'est que la France s'est totalement bouchée. Totalement bouchée. C'est-à-dire que je ne vois pas dans ce pays aujourd'hui de force capable de permettre à une jeunesse dynamique de trouver sa place. Ce que je dis pour les Franco-Algériens est vrai pour les Français, est vrai pour les jeunes Africains qui traînent par légion dans la banlieue dans laquelle j'habite. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est celui de la mondialisation et qui va conduire toutes ces jeunesses vers une uniformité d'identité monumentale. Nous allons vers une identité unique. Il est quand même extrêmement important que des jeunes entrepreneurs latents puissent trouver un territoire où effectivement se réaliser. Vous vous rendez compte de la différence que cela pourra produire dans les années qui viennent, que ce soit pour l'Algérie comme pour la France. Alors vous me dites il y a des réussites, et j'en suis un exemple. Ouais. Eh bien moi je dis que je ne suis pas une réussite. Parce que figurez-vous tout de même qu'à 57 ans, je suis quand même littéralement expulsée de mon poste de la fonction publique pour lequel j'ai passé un concours, que j'ai réussi, et que je n'ai jamais trouvé dans l'institution un espace où m'exprimer simplement dans l'intérêt du bien commun pour mes élèves. Je ne vous parlerai pas de mes 20 ans de combat à l'éducation nationale, on n'en finirait pas. Je ne suis pas une réussite parce que il n'est pas possible aujourd'hui dans la dissidence de s'exprimer librement. Il n'a pas été possible de s'exprimer effectivement dans le cadre de la nation française dans son ensemble, et partout, c'est portes closes. Alors que je sache m'exprimer en français, c'est une affaire entendue et je ne suis pas la seule. On est bien d'accord là-dessus. Mais quels ont été les débouchés que j'ai pu trouver dans ma vie concrètement? Aujourd'hui, à 57 ans, je devrais être une espèce de petite bonne femme tranquille, en train de tricoter des petits polos pour ses petits-enfants. On n'en est pas là. Et je ne suis pas la seule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 57 ans, je suis presque encore dans la situation où j'étais dans les années 80, une adolescente de 25 ans qui cherche encore où poser ses valises. Parce que l'interface est là en disant toujours « t'es pas chez toi ». T'es pas chez toi, et on est bien obligé à un moment donné de considérer qu'effectivement ils sont chez eux si on doit parler comme cela. Et si ceux qui sont chez eux vous disent que vous n'êtes pas chez vous, je vais pas aller m'imposer chez vous, moi, pour dîner si vous voulez pas de moi. Donc à un moment donné, en ce qui me concerne, je crois qu'il est temps effectivement de reprendre les valises, que j'ai été revenue
posé en France après 3 ans d'exil. L'exil sera d'une certaine façon partielle, puisque j'entends effectivement mettre en place cette entreprise dont je vous parlais tout à l'heure et qui constituera tout de même une perspective au moins pour les Franco-Algériens et que j'entends bien aider à essayer d'établir ce pont entre la France et l'Algérie sur au moins le plan économique. Ça, on va quand même pas encore me dire que je suis une illuminée djihadiste parce que je l'ai entendu. Hein, que je serais une djihadiste parce que tout simplement j'essaye de sauver les enfants d'une théorie abominable dont on a dit maintenant qu'elle n'existait pas alors qu'elle est bel et bien en place dans les écoles. Et nous sommes, le père Hérovitz et moi, aujourd'hui les deux seuls. Lui en tant que prêtre catholique et moi en tant que mère de famille musulmane, nous sommes les deux seuls à toujours essayer de créer les conditions du combat. Et les conditions du combat, mon père, sont-ils aujourd'hui en place ? Justement, Père Horowitz, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors là, moi ça m'inspire 2 choses. Bon, évidemment, la totale, c'est quelque chose de tout à fait crucifiant hein, d'entendre Farida parler. C'est évidemment une profonde injustice. Une profonde injustice. Alors, elle ne le vit pas simplement, elle, comme petite fille d'immigrés ou comme fille d'immigrés. Moi-même, je disais que comme prêtre catholique, mon engagement à la FAPEC n'intéresse pas. Hein, c'est quelque chose qui n'intéresse pas. Personne ne m'en parle. Sur toute ma paroisse, je n'ai que 2 adhérents à la FAPEC. Les autres sont totalement désintéressés par le problème. Alors, imaginons à d'autres époques où eh bien, des populations entières étaient déportées, que ce soit encore une fois par les communistes, les nazis et autres. Eh bien, s'il y avait eu la situation actuelle, ils auraient pu s'en frotter les mains sans avoir aucune espèce de difficulté. Donc, c'est pas réservé qu'à elle, ce cas-là. Ça se réalise dans un contexte particulier qui est le sien et qui est son histoire. Mais il y a une parfaite injustice, c'est évident. Hein, elle est venue, elle a combattu, elle a pris les moyens pour combattre, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui dit? Du mépris. Je veux dire, j'ai été frappé par une conversation téléphonique que j'ai eue avec Farida, il y a de ça peut-être une quinzaine de jours, dans laquelle elle m'a donné la longue liste, trop longue, de personnalités catholiques et autres qu'elle a rencontrées durant son séjour, là, pendant les JRE. C'est extraordinaire. De ces personnalités, il ne reste personne. Alors, on finit toujours bons amis. Vous savez, c'est un milieu catholique, bien bourgeois, donc on ne va pas se fâcher. Bien sûr, nous sommes toujours de bons amis. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc c'est toujours des non-dits, bien sûr. Mais c'est effrayant, cette liste, hein, effrayant. Hein, des gens qui sont bien gentils, mais qui ne veulent pas eh bien, se dire ses amis de près. Aucun ne veut dire ses amis de près, personne. Parce que c'est trop dangereux. Parce que ça risque de gâcher une carrière, parce qu'on risque d'avoir des problèmes avec les amis, parce qu'on risque d'être mal vu dans certains milieux, parce qu'il y aura toujours une bonne raison de tout cela. Alors évidemment, c'est une parfaite injustice que cette situation-là. Il faut bien le dire, et tous les comptes se régleront un jour. Sur terre ou au jugement dernier, tous les comptes se régleront. Et là, vous savez, on a beau dire, on trouve toujours une bonne raison de ne pas faire ce qu'impose notre conscience. Voilà. Mais un jour viendra où on sera, ce seront eux qui seront acculés à devoir dire précisément et confesser leurs manquements par rapport à quelqu'un, encore une fois, qui s'est donné entièrement au combat. Moi, je l'ai vu. Si je l'ai rejoint, c'est que je l'ai vu. Je vois bien les conditions de vie de Farida. Je veux dire, nous ne sommes pas aujourd'hui dans des questions de confort pour elle. C'est des questions de manger, de nourriture, de survie. Et elle a des enfants. Elle n'engage pas qu'elle-même. Donc pendant que je vois encore tous ces gens ne pas savoir quoi faire de leur argent. J'entends des gens, on parlait des parrains tout à l'heure, qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Quand on voit les sommes, ça fait mal à la tête. Qui thésaurisent leur argent. Ils devront en rendre compte, chaque centime, qu'ils aillent relire la parabole de Lazare. Hein? Lazare, le pauvre Lazare, et le riche. Hein, le riche, la parabole du pauvre et du riche. Ce pauvre qui s'est contenté de miettes ici-bas d'un riche. Et quand le riche arrive là-haut, on sait quel est son sort, et surtout en enfer. Et quand on lui dit, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? On lui explique, qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Donc tous ces gens qui sont repus d'argent et de bénéfices, et qui n'en peuvent plus de crouler sous cet argent-là, est-ce qu'ils ont proposé de faire un chèque, d'aider dans le combat que mène Farida, pour lui dire, je vais te donner un coup de main, je vais t'aider, viens, dis-moi ce que tu veux? Non, pas du tout. Thésaurisation. Hein? Thésaurisation. Affaires, toujours de nouvelles affaires. Parce que l'argent appelle l'argent, et ce n'est jamais suffisant. Voilà donc la situation où nous sommes aujourd'hui.
Donc aussi bien à cause de catholiques qui n'ont pas amené ce qu'il fallait le moment venu pour aider le combat que nous avons voulu mener dans le cadre de la JRE, au niveau des avocats, au niveau des fonctionnaires publics, au niveau des gens qui sont dans l'éducation nationale, au niveau des gens qui sont dans les ministères et autres. Ils n'ont pas, ils ont défilé, mais ils se sont dérobés face aux appels de leur conscience, qui normalement étaient les leurs. Ils n'ont pas pris les choses en main. Les musulmans, je n'en parlerai pas, elles en parleraient mieux que moi. Voilà, les élites musulmanes non plus se sont totalement défilées, n'ont absolument pas été là. Mais ceux qu'on attendait le plus, la prétendue dissidence, ces gens qui passent leur temps à nous ressasser, eh bien, leur prétendu combat. On en voit certains qui sont habillés en habits de déportés. Pardonnez-moi, mais je me pose quand même un certain nombre de questions. En habits de déportés. Je pense qu'aujourd'hui, si l'on veut savoir raison garder et trouver les vrais repères, j'appelle tous les jeunes, quels qu'ils soient, à chercher vraiment derrière qui aller. Eh bien, aller vers des gens qui ont su témoigner par leur œuvre et leur vie ce qu'ils ont su donner pour le service de la dissidence. Je pense par exemple à quelqu'un qui m'est très cher, Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, hein, quand certains osent apparaître en habit de déporté, mais qu'ont-ils fait avec un signe de déporté politique porté sur la poitrine? Faut-il leur rappeler que M. Solzhenitsyn a passé 25 ans de sa vie dans les goulags communistes, à Solovski, le goulag le plus au nord de la Sibérie. Alors, est-ce qu'on n'a pas un peu honte? Est-ce qu'on ne commencera pas dans ce pays à avoir honte de se positionner dans des postures qui sont des postures de gens absolument inconséquents face à ce qu'ils souhaitent représenter? Est-ce qu'ils n'ont pas honte? Se rendent-ils compte de ce qu'ils sont et de ce qu'ils professent? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, qu'il aille méditer, je pense à quelqu'un de bien précis qui se reconnaîtra, qu'il aille méditer sur l'œuvre de Solzhenitsyn. Et quand il aura fait 20 ans de goulag, il pourra peut-être venir se présenter en habit de déporté sur des photographies d'un site bien connu. Voilà où nous en sommes. Pas un membre de la dissidence officielle aujourd'hui n'a dit « Combien, Farida, pour que tu puisses rester ici? Combien, Farida, pour t'aider dans ton combat? Combien ?» Ah, dans des petites blagues, on a fait appel à elle, dans des photos qui allaient attirer le buzz et qui allaient faire venir de plus en plus d'annonceurs pour gagner de plus en plus d'argent. Mais pas un seul n'a sorti son chéquier. Le pire des pires, je vais vous le dire parce qu'il ne le dira pas. Le pire des pires, parmi ces gens, ils lui ont pris des livres. Ils ne lui ont même pas rendu ses livres pendant un temps. Ils ne lui ont même pas donné le bénéfice des livres qui étaient les siens. Je n'exagère pas les choses, elles sont vraies, je les ai vues. Je les ai vues de mes yeux vus. Elle était à savoir comment faire pour manger, vivant de colis alimentaires donnés ici et là. Et ces gens repus d'argent, et de sites internet, et de gens qui viennent à leur défense, à leur rescousse. Eh bien voilà, pendant ce temps-là, elle n'avait pas de quoi vivre. Alors aujourd'hui, quel est son choix? Aucun autre choix que ce que, hélas, elle va devoir faire. Et manque de chance, eh bien ça va être une très grosse perte pour le combat de la civilisation chrétienne. Et je pense qu'elle serait tout à fait d'accord avec moi. Pour le combat de la civilisation chrétienne et de la civilisation tout court. Et ça va être une très grosse perte. Parce que ces gens que je cite là, ces parrains, leurs comptes en banque sont tellement pleins à travers tous les paradis fiscaux du monde. Demain, vous les verrez partir et ils ne laisseront pas d'adresse. Ils vous dresseront une dernière quenelle, comme ils aiment à dire. Et cette quenelle-là, eh bien, vous l'avalerez, elle vous coûtera cher. Parce que pendant qu'eux seront dans des paradis à l'autre bout du monde, nous serons ici avec nos lobbies LGBT qui auront totalement corrompu l'âme de nos enfants, qui auront transformé notre pays en enfer. Voilà où nous en serons aujourd'hui. Alors ces gens qui sont des vendeurs de belles paroles, où étaient-ils quand Farida avait besoin d'elle? Je vous le demande. Alors qu'on réponde à cette question tout simplement. Ces gens sont très doués dans les insultes et dans l'ironie. Je ne demande pas l'insulte et dans la calomnie. Pas d'insulte, pas d'ironie, messieurs. Simplement répondez. Où étiez-vous? Et peut-être qu'il n'est pas trop tard. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Peut-être que c'est le moment de faire un bel examen de conscience et de se reprendre. Et de voir véritablement où doit être la place de ces gens et de l'argent. C'est une vraie question, l'argent. L'argent, le bon Dieu nous le donne, non pas pour thésauriser, pour l'utiliser à nos propres fins, mais pour que le bien commun soit mis en place. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir de nos enfants
Moi, j'ai des œuvres de jeunesse. Je vois des enfants qui sont foutus en l'air à cause de la vie de leurs parents, parce que c'est des parents séparés. Parce que c'est des parents, je connais un petit garçon, personnellement, un petit garçon qui est dans une de mes œuvres, le papa a décidé de devenir une maman. Donc il est devenu un transsexuel. Voilà. Le garçon, il est massacré. Il est fini, il est pourri. Et un jour, il va se mettre une balle dans la tête, ce petit garçon-là. Où sont nos amis de la dissidence? Où sont-ils? C'est un écho ici, une voix qui n'a aucune réponse. Parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne relaient plus nos vidéos. Ce n'est pas nos petites personnes à Farid et à moi. Nous n'en avons rien à faire de nos petites personnes. Ce sont des vidéos pour le bien commun, pour ces enfants de 5 ans, de 6 ans, de 8 ans, à qui on est en train de dire, eh bien tu n'auras pas d'avenir, parce que les LGBT vont s'occuper de toi. C'est ça la réalité du terrain. Alors donc, toutes ces questions, il faut se les poser sérieusement. Et je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie. Et je le dis avec mon cœur, parce que, encore une fois, je vais être insulté par ces gens. Mais qu'est-ce que ces insultes? Mais qu'est-ce que ces insultes face à leur égoïsme dramatique? Alors ressaisissez-vous, messieurs, reprenez en charge le combat et aidez-nous. Et peut-être que Farida pourra continuer le combat ici et rester. Farida, un commentaire sur ce que vient de dire Père Horowitz? Moi, mon père, je ne souhaite pas, je n'attends pas qu'on me donne de l'argent. Personnellement, je veux dire. Là où il y a un problème dans ce que vient de soulever le Père Horowitz, c'est que nous avons affaire effectivement à deux parties de la dissidence, si on peut encore l'appeler comme cela, c'est-à-dire à une partie qui est effectivement richissime à millions, et ces millions, ils ne les ont obtenus que parce qu'ils ont tenu un certain discours. Alors, en imaginant que ce discours ait été tenu sincèrement, il est évident que cet argent doit être redistribué. C'est-à-dire qu'il doit être redistribué dans des projets sociaux qui viennent aider le combat par la réalisation effectivement d'un certain nombre de projets qui donnent des perspectives à court terme à des gens. Ça peut être des écoles hors contrat, je l'ai dit, des centres de formation où on apprendrait des métiers. Ça peut être aussi, pourquoi pas, la création de villages qui seraient autonomes du point de vue, par exemple, vivrier. Enfin, qu'on ait la possibilité de vivre des communautés qui permettraient effectivement d'échapper à la domination oligarchique dans notre quotidien. Parce qu'il me semble qu'on a beaucoup plus, par exemple, besoin d'écoles hors contrat aujourd'hui pour soigner, réparer les intelligences blessées, que d'assurance, que de banques, que de partis politiques. Il nous paraît, à nous aujourd'hui, beaucoup plus important de prendre les problèmes sociaux pour ce qu'ils sont réellement dans la réalité et de transformer cette réalité avec des apports qui soient à la fois créatifs du point de vue de l'intelligence, mais qui soient aussi rendus possibles par des financements. Or, nous constatons que s'il y a effectivement un empire qui nous exploite et qui fait justement son beurre sur nous, il y a, en réponse à cet empire gigantesque qui est effectivement mondial, un empire aussi qui est mis en place au nom du combat contre l'empire et qui finalement répond exactement aux mêmes critères. Et le problème, il est là. C'est qu'on ne peut pas envisager qu'une résistance politique, sociale, culturelle, spirituelle soit possible avec des stratégies qui ont cours actuellement dans la dissidence, qui sont des stratégies monopolistiques et qui empêchent le développement des autres. Moi, j'avais dit un jour qu'il serait intéressant, par exemple, que de nombreux sites de réinformation puissent avoir effectivement la possibilité d'être et d'exister. Parce qu'il ne faut pas rêver, l'homme est faible. C'est-à-dire que lorsque vous avez un site d'information et que vous le dirigez, vous êtes forcément, à un moment donné, conduit à censurer ceux qui vous ont contrarié d'une manière ou d'une autre. Il faut donc
les gens aient le choix entre différents sites d'information. D'abord parce qu'on ne peut pas traiter tous les sujets, et aussi parce que finalement, on ne va pas chacun admettre toutes les voix. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal, par exemple, à admettre effectivement un certain nombre de voix qui seraient en provenance du lobby LGBT. Mais le lobby LGBT, il a les moyens, lui, de s'exprimer indépendamment de moi. Aujourd'hui, vous avez différentes voix dans la dissidence. Vous avez les grosses voix, les grosses caisses de résonance, comme dirait l'autre. Et puis, vous avez les petits. Et ces petits, finalement, sont amenés à mourir. Et donc, nous n'avons pas la pluralité des opinions auxquelles nous avons droit et auxquelles nous devrions avoir accès. Donc, moi, ce n'est pas de l'argent pour moi que je réclame. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Même si, effectivement, pour avoir quitté mon poste, je rencontre les difficultés dont le père, effectivement, vous a parlé. Mais le problème n'est pas moi. Le problème aujourd'hui, c'est quelle perspective pour ceux qui, dans la dissidence, sont sincères, pour ceux qui, dans la dissidence, pourraient mettre en place des projets pour les vieux, par exemple, pour la culture, pour la jeunesse, avec tous les problèmes que nous pose cette jeunesse actuellement en France et qui n'a pas d'avenir.